Rebonjour l'élite, vous êtes toujours le jeudi 18 novembre 2021 et ma foi je remercie Zarathustra45 qui m'a envoyé un sympathique message, donc dédicace à toi sur le 18-25 à mon profil, voilà, œil de l'élite, pour me dire voilà j'ai fait un petit pavé sur Proust, un auteur que j'aime beaucoup parce que j'ai vu que tu parlais d'Émile Zola, donc apparemment t'aimais bien la littérature, et donc moi j'ai un peu parlé de Marcel Proust, si tu veux bien en parler. Attends, j'ai dit Gaspard Proust ou Marcel Proust là? Je pense que j'ai dit Gaspard Proust qui est un humoriste, mais non, je parlais bien de Marcel Proust, qui est qu'un écrivain. Voilà. Et donc, que dire par rapport à ça? Oui, bah écoute, j'ai pas encore lu ton Topax, mais on va le découvrir ensemble. Effectivement, j'entends beaucoup de bien de Marcel Proust. Je l'ai cité par notamment Bégodeau, enfin dans une comparaison, par un pertinent génocide sur le contre de Sainte-Beuve, je crois. Il y a le château de mon père qui est connu, que j'ai jamais lu, mais bref. Donc allons voir si ça nous donne envie de lire. Qu'est-ce qu'il a fait de sa vie? Je ne sais pas du tout ce que raconte ce topic. Je n'ai lu que Bonjour les Rays, donc on va le découvrir ensemble. Bonjour les Rays. Ce mois-ci, le monde de la littérature va commémorer les 99 ans de la mort de Marcel Proust. En effet, le 18 novembre 1922, l'illustre écrivain français à la renommée mondiale s'éteignait dans son appartement parisien rue Hamelin. Je profite de cette occasion pour vous faire une brève présentation d'un des écrivains qui aura sans doute le plus marqué la littérature. Quelques éléments biographiques. Pour une biographie détaillée, je vous renvoie vers ce lien. Pour en parler rapidement, Proust est originaire d'une famille bourgeoise de la région parisienne. Il fait ses études à Paris. Il étudie notamment le droit et les lettres. Il publie son premier ouvrage, un recueil de poésie et de nouvelles, Les plaisirs et les jours, en 1896. Puis La Bible d'Amiens, traduction de l'ouvrage de Ruskin, en 1904, et Sésame et les lys en 1906. Aucun de ces ouvrages ne seront vraiment remarqués, et Proust est en 1906 un illustre inconnu. En 1905, la mère du petit Marcel meurt, ce qui va grandement affecter l'écrivain. Il était particulièrement proche de sa mère, et c'est en grande partie grâce à elle qu'il a pris goût pour la littérature. 2 ans plus tard, en 1907, après un voyage à Cabourg, une ville de la côte normande, Marcel pose les bases de son œuvre future, qui marquera plusieurs générations d'écrivains à la recherche du temps perdu. Durant cette période, il loue un appartement boulevard Haussmann où il va s'isoler pour écrire son œuvre. En 1913 paraît enfin le premier tome de son roman, Du côté de chez Swann, dont nous connaissons tous aujourd'hui le célèbre incipit « Longtemps, je me suis gauché de bonne heure ». Oui, effectivement, c'est connu, « Longtemps, je me suis couché de bonne heure ». Et incipit, c'est la première phrase, je pense. Ce premier tome est publié à compte d'auteur chez Grasset Gallimard, la célèbre maison d'édition qui a publié la plupart des plus grands écrivains français, ayant refusé son manuscrit. Gallimard a refusé le manuscrit de Proust. Son livre obtient un léger succès et en 1914, Gallimard revient vers Proust et lui propose de publier les prochains tomes de La Recherche, ce qu'il accepte, La Recherche du temps perdu. En 1919 paraît le 2e tome de La Recherche, À l'ombre des jeunes filles en fleurs, qui obtiendra, non sans polémique, le titre est À l'ombre des jeunes filles en fleurs, qu'entends tu me fais par là? Le prestigieux prix Goncourt, effectivement. Il faut savoir qu'on sort de la guerre et que le roman de Proust était en concurrence avec un autre livre traitant de l'expérience des soldats durant la Première Guerre mondiale. Donc un sujet quand même beaucoup d'actualité par rapport aux jeunes filles en fleurs. C'est à ce moment-là que la carrière de Proust commence à décoller un peu, au moins au sein de l'élite parisienne. Ayant de graves problèmes de santé, Proust s'isole définitivement pour achever son œuvre, sentant que son heure est bientôt venue. Il travaille d'arrache-pied. Gallimard publie Le Côte de Guermantes entre 1920 et 21. Alors que son œuvre est presque terminée, il ne lui reste plus que quelques corrections à faire, le jeune Marcel meurt épuisé le 18 novembre 1922. Il repose au Père-Lachaise à Paris. Le reste de son œuvre sera publié les années suivantes. Attendez. Il est né en quelle année En 96? En 96? Putain, il est mort à 26 ans, vous vous rendez compte? Ce jeune auteur qui a marqué apparemment une génération que j'ai jamais lu, mais ça me donne envie. Il est mort à 26 ans et il a commencé à publier des choses à 19 ans. Ouais, et comme Rimbaud, je crois, qui a commencé à publier déjà à 17 ans ou autre, qui était très jeune. Donc effectivement, il y a des génies de tout âge. À la recherche du temps perdu. Si l'on parle de Proust, c'est surtout pour son grand roman À la recherche du temps perdu qu'on abrège par La Recherche. Mais attendez, c'est pas lui qui a fait le château de mon père? Ah mais non, mais c'est Marcel Pagnol. Oh non, je me suis humilié, c'est pas grave, ça arrive souvent. Il n'y a pas vraiment d'intrigue principale. Le livre n'apporte pas un sujet en particulier, on ne suit pas un seul personnage, le héros n'a pas de but précis.
Quand on se demande ça parle de quoi, il y a une sorte de confusion qui se fait dans mon esprit et qui me rend incapable de répondre à la question. Mais je vais quand même essayer d'y répondre. Je rappelle que Moisy, Impertinent Génocide, a cité et reprend volontiers cette analyse du comment il s'appelle, du prix Goncourt de cette année. Je me souviens plus de son prénom, il s'appelle Mohamed Ngou, je sais plus quoi, un truc sénégalais. Nga, je sais plus. Bref, et donc Moumbarsar, il s'appelle Mohamed Moumbarsar. Voilà. Bien joué, jeune homme. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il disait, c'est la pire question. De quoi parle d'un livre? Et en fait, on doit pas dire de quoi parle un livre. Normalement, un livre, tu dois juste dire s'il est bon, s'il te fait voyager, etc. Mais s'il te décrit une histoire que voilà, tu comprends, etc. Mais tu dois pas dire de quoi parle un film. C'est une insulte un peu. Le sujet d'un film, excuse-moi, d'un livre ne compte pas. Mais donc, c'est peut-être pour ça qu'en fait ce livre est tellement bon qu'il a pas de sujet, il arrive juste à te prendre par la main et à t'emmener un peu partout sans qu'il ait de sujet précis autre que la vie, on peut dire. Et encore, ça peut être, j'en sais rien, j'ai pas lu. Et donc, par contre, lui, donc qu'est-ce qu'il va nous dire? De quoi parle la recherche du temps perdu? La recherche parle en réalité de tout ou presque. Elle parle des sentiments d'humains d'abord, de la jalousie, de l'orgueil, de la déception amoureuse, de l'émotion face à l'œuvre d'art, de l'impression du temps qui passe, des souvenirs, des rêves, du sommeil. On y trouve aussi une fine description de l'époque de Proust, des avancées technologiques de l'époque, des salons mondains et de l'élite parisienne, de la campagne française, de la guerre de 14-18, de l'affaire Dreyfus et d'autres encore. On y trouve encore de grandes histoires d'amour avant tout, avec le narrateur et des jeunes femmes, mais aussi avec bien d'autres personnages. On suit le narrateur dans sa progression au sein du monde de l'élite parisienne et de ses diverses rencontres. On le suit également à travers plusieurs voyages, qu'il fera et des réflexions que tout cela lui évoquera. On y trouve enfin une grande réflexion sur l'art et en particulier sur la littérature, de l'envie d'écrire au processus même de l'écriture. Ça donne envie, ça me donne envie. J'ai envie de lire La Recherche au temps perdu qui est en 2 tomes si j'ai bien compris. Le truc des jeunes filles en fleurs et le premier s'appelait... en fait, le 3e, c'est la côte de Guermantes. Le 2e, c'est le long des jeunes filles en fleurs. Et le premier, c'est du côté de chez Swann. C'est ça. Alors, continuons. Quel est le style de Proust? S'il y a bien une chose sur laquelle il faut se pencher, c'est le style de Marcel Proust. On le caricature souvent en expliquant que ses phrases sont bien trop longues et ennuyantes, sans intérêt. C'est là une grande erreur à ne pas commettre. Certes, le style de l'écrivain se caractérise par ses phrases bien longues, mais ce qui les rend formidables, ce sont les rythmes qu'il leur donne et la musicalité qu'elles acquièrent, et c'est ça précisément qui va les rendre poétiques. Mais ce n'est pas tout, il y a encore bien des choses à dire sur son écriture. Une des autres grandes forces de l'écriture chez Proust, ce sont les métaphores. À bien des moments, il compare 2 situations, 2 images pour les rassembler dans ce qu'elles ont en commun, pour ainsi nous faire sentir les sensations qu'il souhaite nous évoquer. Ce qui en effraiera plus d'un dans l'écriture de Proust, c'est sa capacité à faire des parenthèses, des détours. Alors qu'il est en plein milieu d'une conversation dans un salon parisien, le narrateur, pris dans une réflexion, commence à nous détailler tout ce à quoi il pense. Et cela pendant plusieurs pages, nous faisant alors oublier où nous nous étions et avec qui. Ouais, c'est un peu comme moi. L'homme ne se met pas de barrière au niveau des diversions, et puis voilà. On est sur un fil conducteur, et puis whoop, on dévie, puis c'est pas grave, on se raccroche à la boucle au bout de 10 minutes. Écoutez, je suis proustien dans l'âme. Je n'ai jamais lu Proust, mais je sais que je tiens cette nuit. L'écriture de Proust, c'est aussi, tout au long de la recherche, une longue réflexion sur les lois humaines qui régissent les liens sociaux, dont il cherche à en trouver la règle universelle. Il décrira, un peu à la manière d'un Balzac, toutes les habitudes des grandes figures des salons mondains, de comment va réagir une personne qui n'est pas invitée à une soirée mondaine importante, de comment se comportent les plus bourgeois avec ceux qui ont le moins, et inversement. Balzac, effectivement, dans la comédie humaine, ou Zola. Moi, vous savez, Zola... Non pas le rappeur, non pas le faquin rappeur que je sais pas, je le méprise, je sais pas, mais j'écoutais un de ses sons, bref, on n'a pas les mêmes centres d'intérêt ou bref, le même goût esthétique, mais l'écrivain, effectivement, mon écrivain préféré, Marcel Zola, et Émile Zola, j'ai pas encore tout lu, mais j'aime beaucoup. 15 tomes, messieurs, j'ai lu 15 tomes sur 20 des Rougon-Macquart. L'écriture de Proust a le don incroyable de mettre des mots à ce que nous avons vécu si souvent autour de conversations lors d'une promenade, lors d'un dîner au restaurant ou pendant un repas de famille, de décrire avec précision ce que nous avons pu ressentir face à des situations bien précises, et on le retrouve aussi lorsqu'il parle de l'amour, de la jalousie pour l'être aimé, de l'inquiétude face à la perte de sa bien-aimée, du sentiment d'illusion et de vide lorsque nous avons atteint le but recherché,
dans la relation amoureuse. Bon, j'avais pas remarqué de faute avant, enfin je sais qu'il y en avait déjà, mais là je sais pas, j'ai tiqué 3 fois de suite, bon j'arrête, mais effectivement, il y a des fautes, mais c'est pas grave, c'est écrit avec le cœur, c'est très bien, et ça donne envie de lire. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur Marcel, mais ce serait trop long ici. Je vous renvoie ici vers les liens suivants. Proust selon Barthès, donc Barthès c'était le gardien de Marseille, et puis le gardien de l'équipe de France je crois. Proust selon Duras. Documentaire sur Marcel Proust avec les témoignages des écrivains qui l'ont connu. Témoignage de la servante de Proust qui l'a suivi jusqu'à sa mort. Oh punaise, ça a l'air intéressant ça. Alors effectivement, les servants ou autres des gens illustres qui en parlent. Alors ouais, c'est un truc... bon, alors écoutez. Est-ce qu'on parle avec un internet du 21e siècle là ou de... C'est incroyable. Et je me fous pas de votre gueule. Alors imaginez. Et après, il y en a qui me demandent de faire des lives. Alors je veux bien faire des streams ou autres. Ah oui, d'accord. Donc là, le Wi-Fi est tellement faible que je suis même pas connecté à Internet. Tu te fous de ma gueule. Pourtant, je suis toujours à la même place. Parfois, Internet marche. Parfois, le Wi-Fi est faible. Écoutez, voilà. On n'a pas le Wi-Fi à toutes les pièces, monsieur. Moi, je ne suis pas un nanti, n'est-ce pas? Alors, continuons. Quelques extraits de la recherche, ok. Albertine Osdiodor, l'appel téléphonique. Ah bah tiens, j'ai bien envie de voir. Allez, peut-être que Internet va marcher, là. On va voir l'appel téléphonique. Ah, ça marche. Proust et ses personnages. Ça dure 6 minutes de lire ça. Allez, on va lire un peu, juste le premier paragraphe. Attendez, je vous mets ça en noir. Ce jour, hélas, à Doncières, le miracle n'eut pas lieu. Quand j'arrivai au bureau de poste, ma grand-mère m'avait déjà demandé. J'entrai dans la cabine, la ligne était prise. Quelqu'un causait, qui ne savait pas sans doute qu'il n'y avait personne pour lui répondre, car, quand j'amenai à moi le récepteur, ce morceau de bois se mit à parler comme Polichinelle. Je le fis taire, ainsi qu'au guignol, en le remettant à sa place. Mais, comme Polichinelle, dès que je le ramenais près de moi, il recommençait son bavardage. Je finis, en désespoir de cause, en raccrochant définitivement le récepteur, par étouffer les convulsions de ce tronçon sonore qui jacassa jusqu'à sa dernière seconde, et j'allai chercher l'employé qui me dit d'attendre un instant. Puis, je parlais, et après quelques instants de silence, tout d'un coup, j'entendis cette voix que je croyais à tort connaître si bien, car jusque-là, chaque fois que ma grand-mère avait causé avec moi, ce qu'elle me disait, je l'avais toujours suivi sur la partition ouverte de son visage où les yeux tenaient beaucoup de place. Mais sa voix elle-même, je l'écoutais aujourd'hui pour sa première fois. Et parce que cette voix m'apparaissait changer dans ses proportions dès l'instant qu'elle était un tout, et m'arrivait ainsi seule et sans accompagnement des traits de la figure, je découvris combien cette voix était douce. Peut-être d'ailleurs ne l'avait-elle jamais été à ce point, car ma grand-mère, me sentant loin et malheureux, croyait pouvoir s'abandonner à l'effusion d'une tendresse que, par principe et d'éducatrice, elle contenait et cachait d'habitude. Elle était douce, mais aussi comme elle était triste, d'abord à cause de sa douceur même presque décantée, plus que peu de voix humaines ont jamais pu l'être, de toute dureté, de tout élément de résistance aux autres, de tout égoïsme. Fragile à force de délicatesse, elle semblait à tout moment prête à se briser, à expirer en un pur flot de larmes. Puis, l'ayant seule près de moi, vue sans le masque du visage, j'y remarquai, pour la première fois, les chagrins qu'il avait fêlés au cours de la vie. Dis donc, c'est vrai, alors les phrases sont un peu difficiles après, bon je sais pas si c'est particulièrement, bon, moi je suis un peu habitué, bon dans Zola c'est pas non plus des phrases trop aussi alambiquées que ça, mais on va dire que je suis un peu habitué, donc mais on voit où il veut en venir. C'est la première fois qu'il entend la voix nue de sa grand-mère sans les atours habituels, le visuel, on va dire, voilà le visage et tout, c'est bien décrit, et en plus, comme la grand-mère sait qu'elle, donc déjà la voix lui apparaît comme un tout, et il peut plus se concentrer sur la voix et sur ce que véhicule cette voix. Effectivement, si je vous parle de telle façon, mais qu'à côté c'est accentué ou comment dire, changé par certains mouvements, certains trucs faciaux, vous n'allez pas avoir un message à 100% vocal, bon, vous le savez bien. Mais là, c'est bien écrit, dans le sens où quand tu reçois que la voix, c'est cette voix-là qui te parvient, et cette voix-là va plus te parler. Et oui, si on me coupe les yeux ou le nez, j'aurai mes autres sens qui seront peut-être un peu plus développés. Vous savez, ben là, c'est un peu la même chose, donc il se concentre plus à la voix, il perçoit plus de choses, et notamment, qu'est-ce qu'il va percevoir? Le fait que déjà, il est dans une position délicate qu'on devine, on ne sait pas trop pourquoi. Donc, elle va lui mettre plus de douceur, plus de tendresse qu'habituellement dans cette voix. Donc déjà, c'est une voix changée, c'est une nouvelle chose pour le narrateur. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'on nous dit Attendez. Oui, mais en fait, vu que la chose est débarrassée, qu'il prend conscience de ses fêlures, il se rend déjà compte un peu d'une douceur qu'elle cachait jusque-là, et qu'en plus, il se rend compte finalement
de traumatisme qui est, vous voyez à la fin, il dit les chagrins qu'il avait fait au cours de sa vie. C'est-à-dire que par ce dénuement de cette voix qui lui arrive pure et par le fait que ce soit quand même un moment spécial où elle va mettre plus d'émotion, il arrive à percevoir quelque chose alors qu'il n'est pas en face à face, alors qu'il est loin. Vous voyez, il arrive à percevoir plus de choses qu'après des années de discussion avec sa grand-mère. Et qu'est-ce qu'il perçoit? À quel point des chagrins l'ont marqué et se ressentent dans cette voix nue. Donc c'est vrai que c'est très beau. En lisant ce petit paragraphe, il y a déjà beaucoup à analyser. Les phrases sont très belles, etc. Alors le début où il y a le mec qui parle dans le téléphone ou autre, bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Après peut-être que je suis gouré dans l'analyse, mais c'est pas... voilà. Mais en tout cas... c'est super. Elle semblait à tout moment prête à se briser, à expirer en un pur flot de larmes. Bon, ça c'est beau, quoi. On dirait qu'une voix, c'est une espèce de continuum un peu liquide, voilà, qui voilà, pourrait se briser. Donc c'est très imagé. Et vraiment, moi, c'est le genre de texte, effectivement, qui me fait voyager, qui est très bien. Après, ça demande un peu de concentration. Mais oui, bah moi, tu m'as donné tout à fait envie de lire La Recherche du temps perdu. Donc je vous tiendrai peut-être au courant si je commence, je lis le tome 1 ou autre. J'aime beaucoup. Donc il y a un des textes que tu préfères, mais c'est pas grave. Et enfin, une citation de La Recherche. La vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie par conséquent pleinement vécue, c'est la littérature. C'est étonnant, parce que bah moi j'ai vu une vidéo du Philosophax aujourd'hui. Donc Philosophax, je sais pas si tu regardes cette vidéo, manifeste-toi si tu es là. Je suis pas sûr, mais quand même, salut à toi. Et donc, oui, justement, c'était l'inverse. Et c'était qui disait ça? C'était Guy Debord qui disait qu'on ne vivait au final qu'à travers des représentations de représentations. Aujourd'hui, grâce aux écrans, grâce aux trucs, on vit la vie à travers des représentations. On va voir le mont Everest à travers des vidéos YouTube, des reportages, des photos ou autres, et on va peut-être, enfin, pourtant on s'est affranchi, on va dire, de beaucoup d'espace. Maintenant, alors qu'il y a 2 siècles, il fallait marcher et traverser la moitié du monde pour aller au mont Everest, aujourd'hui on peut le faire en quelques heures. Plus le voyage, hein, plus les Sherpas, etc. Bon, c'est compliqué, mais voilà, on s'est quand même affranchi de certaines distances, mais quand même, on est une société où on va glisser vers une pente de divertissement de plus en plus facile. Enfin, c'est pas dit comme ça, mais voilà. Et en gros, par exemple, il cite l'exemple de la pensée. Au départ, des pensées, ça a été pensé par on va dire, les premiers philosophes qui ont traduit l'oralité et puis qui se sont penchés dessus, Platon ou autres. Ça a été analysé ensuite par des philosophes des siècles suivants, puis pour être fait par Nietzsche, puis après t'as un mec qui va faire une vidéo sur Nietzsche 3 heures, et t'as un gars qui va résumer la vidéo de Nietzsche, et toi tu vas juste regarder à la fin le mec qui résume la vidéo ou la vidéo de 3 heures, donc vous êtes vraiment en bout de course, et donc c'est un peu je crois la société du spectacle, la société de la vie un peu par procuration, par écran interposé. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les écrans et les smartphones qui nous accompagnent, qui sont agréables et sans risque, on passe une grande partie de notre vie à vivre une vie par écran interposé. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que la vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie qu'a par conséquent pleinement vécue, c'est la littérature. Pourquoi? Parce que la vie transmise par la littérature, donc non pas par un écran interposé, où on va dire il y a quand même un peu plus de passivité, mais par page interposée, où on va dire qu'il y a quand même un petit travail d'analyse, de visualisation mentale qui est un peu supérieur en termes de travail voire même beaucoup supérieur à voilà, le visionnage d'un film ou d'une vidéo d'infodivertissement, ou de divertissement tout court. Eh bien, cette vie-là, elle est découverte et éclaircie. Eh bien écoute, ça me dépasse un peu, la vie de découverte et éclaircie, parce que dans la littérature, tu vas parler de la vie, mais en ayant un peu accès à une globalité, c'est ça, parce qu'elle est éclaircie, donc elle serait claire, donc il y a moins de zones ombres, donc elle est compréhensible, et elle est découverte, donc il n'y a plus de secrets ou autre. Ça me paraît un peu... bon écoute, moi je suis pas forcément d'accord et je ne comprends pas forcément cette citation, et donc non, alors pour le coup voilà, ce que j'ai lu avant m'a bien plu, mais alors là tu vois je suis un peu en contradiction avec ça, je n'arrive pas trop à comprendre ce qu'on nous dit, et même si j'arrive à comprendre, de ce que je comprends je suis pas d'accord avec, tu vois. Non, la vie dans la littérature c'est très bien, enfin quoique, parce que effectivement quand on lit des livres comme, je me ramène à Zola là, parce que moi j'aime beaucoup Zola, et c'est vrai que quand tu lis Germinal, que mais pourtant non, mais non, c'est pas pleinement vécu. Tu vis quelque chose, ça te traverse, etc. Mais c'est pas comme comme si t'étais vraiment un mineur que tu avais ne serait-ce que
Parce que là, c'est que la représentation mentale que tu te fais des actes, de ce que tu, voilà, d'embrasser une femme, d'entrer dans un mouvement de résistance, de mourir de faim, etc. C'est qu'une représentation mentale. La vraie vie, c'est quand t'as quand même plus d'aspects, non? T'as plus de sens qui sont activés que simplement ton cerveau. Enfin, tout se passe dans le cerveau de toute façon avec les synapses ou je sais pas quoi, comment ça s'appelle, les neurones. Mais il y a quand même des vraies sensations que tu retrouves pas en littérature. C'est un peu étonnant, écoutez, comme truc, mais peut-être que je la prends pas du bon bout, parce que je vois alors ce qu'on devrait dire. Maintenant, justement, comme la littérature, tu t'affranchis de ces barrières physiques, etc. C'est là où tu vis pleinement la vie. Ben non, je suis pas d'accord, parce que pleinement va couvrir plus d'aspects de ta personnalité qu'un seul aspect qui est ton mental. Donc voilà, on a passé du temps sur cette chose. Topic qui fait pchit, un vrai Proust foireux. Et oui, l'auteur a fait Proust devant mon analyse. J'aime bien ce que fait son cousin en voiture. Son cousin en voiture, je sais pas de qui on parle. Ah ah, super drôle, la bise. Ah, on essaye d'imiter un boomer, Zarathustra, j'ai vu clair dans ton jeu. Son cousin, c'est quoi la blague? Bah, Alain Proust, le gars Formule 1, là, c'est pas son daron, Marcel, bon d'accord. Je savais pas qu'il y avait un pilote de Formule 1 qui s'appelait Alain Proust. Bof, je n'ai jamais apprécié Proust, nous dit-on. Je n'ai jamais lu Proust, Ray. J'ai raté quelque chose. Grands auteurs, un des plus sensibles sûrement. Peut-être le seul qui ne me donne pas envie de détruire la gueule des conversations bourgeoises que je lis. Ah bon, d'accord, mais ça peut être intéressant. Alors s'il arrive à magnifier les bourgeois, très bien. On rate toujours un truc en ne lisant pas un grand auteur, donc oui, tu rates un truc. Je te conseille les lire deux extraits que j'ai mis à la fin. Mais écoute, au moins je vais essayer de lire le livre dans sa globalité. Apparemment, tu peux lire un peu les extraits, les piocher, puisqu'il y a plusieurs personnes, il n'y a pas vraiment de fil conducteur, donc oui. Ce mec est devenu homo car considéré comme trop fragile et sentimental par les femmes. Il a pris un max de râteau des femmes et est devenu homosexuel. On a pitié pour les bourgeois quand on le lit, tellement ils sont ridicules à travers la plume de Proust. La première soirée dans Semaine et deux morts avec Carnus, écoute. Un topic sur Proust sur le 18-25. Et oui, il y a tout, il y a tout. Je suis un des rares Ray qui a lu la recherche. Je valide ton topic et j'ai mis en fave quelques-uns de tes liens. Proust, c'est jouissif quand on se donne le mal nécessaire pour y accéder. Faut vraiment que j'y accède. Alors en plus, je suis sûr que ça se loue à la bibliothèque ou que ça s'achète pour rien. Zarathustra, tu habites où? Tu habites où, jeune homme? Si tu es en région parisienne, je te convoque et tu vas me donner des exemplaires de Proust, me les prêter pour que je les lise et je te les restitue en bon et due terme. Voilà, c'est une convocation. Et si tu n'es pas en région parisienne, tu peux te manifester, me dire où tu es. Et on verra pour s'organiser. Sinon, mais non, j'essaierai d'acheter. De toute façon, si c'est vraiment intéressant, peut-être que je le relirai, donc il faut que je l'achète. On verra. Je l'attendais celui-là. Et c'est quoi ton propos? Ah, tu ne déments pas. Bon, après, on s'en fiche un peu, mais oui, ça peut être intéressant. Le mec est-il vraiment devenu homosexuel? Moi, je croyais qu'on ne devenait pas homosexuel, qu'on naissait homosexuel, donc ça peut être débattu. By Prousting, nous dit-on. Et donc il a un peu EP son topic, c'était le 3 novembre, c'était quand même il y a quelques temps. Pour ceux qui ont la flemme de cliquer sur un lien, je vais mettre des textes ici. Extrait 1, le baiser du soir. Allez, on va le relire quand même, la vidéo fait quoi, 22 minutes? Allez, on a le temps de relire. Ma seule consolation, quand je montais me coucher, était que maman viendrait m'embrasser quand je serais dans mon lit. Mais ce bonsoir durait si peu de temps, elle redescendait si vite, que le moment où je l'entendais monter, puis où passait dans le couloir à double porte le bruit léger de sa robe de jardin en mousseline bleue, à laquelle pendaient des petites cordons de paille pressée, était pour moi un moment douloureux. Et oui, mais ça je connais ça, je connais ça. Moi j'ai ce sentiment quand je suis en week-end ou en vacances avec ma femme, voilà, tu dis merde, c'est bizarre, mais je me dis oh non, c'est bientôt terminé, on n'a qu'une semaine par an, on travaille comme des chiens et enfin on a 5 semaines en fait. Merci à la France, merci aux communistes et aux mecs des mouvements prolétaires et tout qui se sont battus pour arracher les 5 semaines de congés aux bourgeois et aux capitalistes ou autres. Merci à vous. Sans vous, on serait dans une merde noire, j'en sais pas, mais en tout cas c'est bien, vous nous avez chopé ça. Non, on n'a pas qu'une semaine par an, on a déjà des week-ends assez souvent et 5 semaines. Donc j'ai arrêté. Mais bref, quand on est là ces 3 semaines, ouais, dès le début et puis au moment, vous voyez, ça me vient naturellement, j'essaye de pas y penser, mais il y a ce truc, oh non, c'est bientôt terminé et tout, et c'est un peu douloureux, alors que c'est le moment où t'es censé profiter. Je suis d'accord. Et je me retrouve là-dedans. C'est que lui, il a envie de profiter de sa mère, mais c'est tellement fugace comme moment que quand elle arrive, c'est douloureux pour lui. Donc je m'y retrouve. Il annonçait celui qui allait le suivre, où elle m'aurait quitté, où elle serait redescendue. De sorte que ce bonsoir que j'aimais tant, j'en arrivais à souhaiter qu'il vînt le plus tard possible, à ce que se prolongeait le temps de répit où maman n'était pas encore venue. C'est rigolo, ça veut dire voilà, il a tellement peur de quand elle part qu'au final il veut, alors que quand elle part, c'est le moment qui détruit le moment bien, mais lui il veut éloigner le moment bien le plus possible pour ne pas avoir à vivre derrière la déception. C'est rigolo.
Est-ce que ça m'est déjà arrivé dans la vie, ce genre de réflexion? Je sais pas, mais en tout cas, c'est pas mal. Quelquefois, quand, après m'avoir embrassé, elle ouvrait la porte pour partir, je voulais la rappeler, lui dire « Embrasse-moi une fois encore ». Mais je savais qu'aussitôt elle avait son visage fâché, car la concession qu'elle faisait à ma tristesse et à mon agitation en montant m'embrasser et m'apportant ce baiser de paix agaçait mon père, qui trouvait ces rites absurdes, et elle eût voulu tâcher de m'en faire perdre le besoin, l'habitude, bien loin de me laisser prendre celle de lui demander, quand elle était déjà sur le pas de la porte, un baiser de plus. Vous comprenez, le père est contre ces manifestations de tendresse, t'en fera une fiotte ou autre, je sais pas, mais voilà. Et donc lui, quand il veut qu'elle l'embrasse encore plus, sa mère est un peu obligée par, on va dire, le patriarcat, mais là je fais exprès d'employer un peu un gros mot, mais en tout cas par le père qui dicte un peu la ligne de conduite de la maison, de ne pas céder à ces élans affectueux. Et le fils en ressort un peu meurtri. Et en plus, elle se fâchait du coup pour lui faire comprendre « Arrête, ne prends pas cette habitude ». Or, l'avoir fâchée détruisait tout le calme qu'elle m'avait apporté un instant avant, quand elle avait penché vers mon lit sa figure aimante et me l'avait tendue comme une hostie pour une communion de paix où mes lèvres puiseraient sa présence réelle et pouvoir m'endormir. Mais ces soirs-là, où la maman en somme restait si peu de temps dans ma chambre, étaient doux encore en comparaison de ceux où il y avait du monde à dîner et où, à cause de cela, elle ne montait pas me dire bonsoir. Ah oui, donc vous voyez, ces moments-là où c'était fugace, c'était doux, donc c'était bien, par rapport au soir où elle ne montait pas. Donc il préfère quand même quand elle monte que quand elle ne monte pas. Et voilà, ça a bien fait. Mais c'est des très beaux textes, hein. Moi j'aime beaucoup ça, effectivement, ça nous renvoie vers l'enfance, la tendresse maternelle. Et c'est qu'un paragraphe parmi des centaines de thèmes ou autres décrits, ce que j'imagine dans ça, et c'est pour ça que je comprends très bien. Alors moi j'ai lu un livre qui est un peu comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de texte, de thème précis, enfin si, c'est Les Mémoires d'Adrien de Yourcenar. Et en fait c'est ça, chaque paragraphe, putain, il y a une idée différente. Et le truc, pareil, alors je sais plus vraiment son livre, moi j'ai arrêté, j'ai lu 30 pages et puis j'ai arrêté. Et pourtant c'est connu, hein, Mémoire d'Adrien de Yourcenar, ou de Duras, je sais plus, mais d'une des deux, une meuf. Et c'est compliqué, hein. Il y a tellement d'idées, mais c'est quoi ce délire? Ben là c'est pas un peu pareil, tu vas être sur une idée, puis sur une deuxième, puis sur une troisième. Voilà, il faut des efforts, faut comprendre, faut digérer et tout. Bah oui, c'est ça de la grande littérature. Il y a de la grande littérature que tu lis voilà, facilement. Zola, c'est de la grande littérature et ça se lit facilement. Mais c'est un truc différent, donc oui, effectivement, faut s'y attaquer, Et puis Yourcenar, faudra que je termine un jour. Moi, je l'ai arrêté il y a au moins un an, mais faut que je m'arrête. Non, j'allais vous parler de la voie royale, hein, que j'ai lu pareil il y a quelques mois. C'est André Malraux qui a écrit ça sur le Cambodge. Et je sais pas pourquoi je vais en parler, mais parce qu'il est à côté en fait de Yourcenar et j'aime bien. Mais tiens, je vais vous faire, maintenant que je fais des critiques, je vais vous faire des critiques de livres sur la chaîne secondaire. La recherche du temps perdu m'a hypnotisé, j'ai lu ça d'une traite. Ça m'a pris 3 mois cependant. Quoi? En lisant ça d'une traite, ça prend 3 mois? Oh là là. Mais après, moi, c'est pas grave, j'aime bien avoir des livres que je garde longtemps, mais quand même. C'est génial, mais en effet, c'est pas facile d'en parler. J'ai moins d'affinité avec la partie sur Albertine toutefois. On comprend vite l'idée générale, par ailleurs déjà développée avec Swann et Odette. Je préfère le dernier volet qui s'appelait... Je sais plus comment il s'appelait, mais on l'a lu avant. Je comprends qu'il y a des redits dans les tomes 5 et 6. Il aurait sûrement dû faire une correction s'il était mort plus tard. Certains spécialistes disent même qu'on peut pas directement passer du 4 au 7. Mais la partie avec Albertine reste quand même géniale. Surtout avec tous les rebondissements. Et c'est bien plus facile à lire que le reste du bouquin. D'accord. Allez, on lit un dernier extrait et c'est la fin. Donc je vais EP ce topic, je vais le mettre en haut, excusez-moi. Et puis voilà, cette vidéo sert son œuvre. Et puis je vais essayer de lire ça, de me le procurer. Extrait numéro 2, la guerre de 14. Mais si tu voyais tout ce monde, surtout les gens des peuples, surtout les gens du peuple, les ouvriers, les petits commerçants, qui ne se doutaient pas de ce qu'ils recélaient en eux d'héroïsme et seraient morts dans leur lit sans l'avoir soupçonné, courir sous les balles pour secourir un camarade, pour remporter un chef blessé, et frapper eux-mêmes, sourire au moment où ils vont mourir parce que le médecin-chef leur apprend que la tranchée a été reprise aux Allemands, je t'assure, mon cher petit, que cela donne une belle idée des Français et que ça fait comprendre les époques historiques qui nous paraissaient un peu extraordinaires dans nos classes. L'épopée est tellement belle que tu trouverais comme moi que les mots ne font plus rien. Rodin ou Mayol pourraient faire un chef-d'œuvre avec une matière affreuse qu'on ne reconnaîtrait pas. Donc ce sont des sculpteurs. Au contact d'une telle grandeur, Poilu est devenu pour moi quelque chose dont je ne sens même pas plus s'il a pu contenir d'abord une allusion ou une plaisanterie que quand nous lisons Chouan par exemple. Mais je sens Poilu, déjà prêt pour de grands poètes.
comme les mots déluge, ou Christ, ou barbare, qui étaient déjà pétris de grandeur, avant que s'en fussent servis Hugo, Vigny ou les autres. Donc ce sont déjà des mots comme poilus qui ont leur grandeur en eux-mêmes, mais qui vont être en plus, qu'on espère, qui vont être transformés par l'action de grands écrivains. C'est bien dit. Je dis que le peuple, les ouvriers, est ce qu'il y a de mieux, mais tout le monde est bien. Le pauvre petit Vaugoubert, le fils de l'ambassadeur, a été 7 fois blessé avant d'être tué, et chaque fois il revenait d'une expédition sans avoir écopé. Il avait l'air de s'excuser et de dire que ce n'était pas sa faute. C'était un être charmant. Nous nous étions beaucoup liés. Les pauvres parents ont eu la permission de venir à l'enterrement à condition de ne pas être en deuil et de ne rester que 5 minutes à cause du bombardement. La mère, un grand cheval que tu connais peut-être, pouvait avoir beaucoup de chagrin, on ne distinguait rien. Mais le pauvre père était dans un tel état, je t'assure, que moi, qui ai fini par finir tout à fait insensible, à force de prendre l'habitude de voir la tête du camarade qui est en train de me parler subitement labourée par une torpille ou même détachée du tronc, je ne pouvais pas me contenir en voyant l'effondrement du pauvre Vaugoubert, qui n'était plus qu'une espèce de loque. On parle du père, de l'ambassadeur. Le général avait beau lui dire que c'était pour la France, que son fils s'était conduit en héros, cela ne faisait que redoubler les sanglots du jeune homme qui ne pouvait pas se détacher du corps de son fils. Enfin, et c'est pour cela qu'il faut s'habituer à passeront pas, tous ces gens-là, comme mon pauvre valet de chambre, comme Vaugoubert, ont empêché les Allemands de passer. Tu trouves peut-être que nous n'avançons pas beaucoup, mais il ne faut pas raisonner. Une armée se sent victorieuse par une impression intime, comme un mourant se sent foutu. Or, nous savons que nous aurons la victoire, et nous le voulons pour dicter une paix juste. Je ne veux pas dire seulement juste pour nous, vraiment juste, juste pour les Français, juste pour les Allemands. Un beau message. Un beau message. J'ai peut-être moins ça à analyser là-dessus que le reste, parce que je ne m'y connais pas trop en trucs de guerre ou autre. Alors à la fin, ça me rappelle un peu... comment ça s'appelle, un livre que j'ai terminé il y a pas longtemps là, de comment il s'appelle, Romain Gary et la promesse de l'aube, où à la fin en fait à la fin c'est la Seconde Guerre mondiale, et lui il dit qu'au contraire de là où on a un sentiment que on est en train de gagner, un sentiment imperceptible mais résolu que les Français vont gagner la guerre même s'ils avancent pas beaucoup, voilà, lui avait le sentiment comme beaucoup de Français, mais non, on va pas perdre la guerre, on les a battus en 14, c'est inconcevable, on a la ligne Maginot, on a les avions, etc. Et c'est comme moi, mais parfois vraiment, je me souviens plus de quelle situation. Mais il y a des situations où je me suis dit, mais non, mais ça arrivera pas, enfin c'est sûr, mais vraiment sans aucun doute. Et puis après, derrière, ça arrive et t'es même pas forcément choqué en fait, mais t'es juste là, mais ah bon, oui, je me suis trompé. Et ben c'est un peu pareil. Donc là, et donc voilà, c'est un sentiment qui partage au niveau de la guerre. C'est ça que ça me rappelle quand je lis Proust, ça me rappelle un peu Romain Gary. Alors c'est deux façons différentes, puisque là on me dit que il est sûr qu'il allait gagner, puis il a gagné. L'autre dans l'autre sens, ils étaient sûrs qu'il allait gagner, puis ils ont complètement perdu. Donc c'est voilà une vision un peu différente. Mais d'accord, on a un peu la description du sentiment de déshumanisation, etc., des tranchées, du fait que la guerre est quand même juste. Voilà, on n'a pas une critique des causes de la guerre ou autre. Bon, très bien. Ça a l'air très intéressant, moi je vous dis, surtout oui, de que ça parle des poilus, en général, moi ça m'intéresse pas mal. Donc voilà, merci Zarathustra de nous avoir proposé cette vidéo qui est, je pense, voilà, si vous êtes comme moi, vous ne connaissiez pas Proust, eh bien j'espère vous avoir mis l'eau à la bouche, ou en tout cas Zarathustra par ma voix plutôt, les mots de Zarathustra, qui lui-même présente les mots de Proust, et moi avec ma voix vous présente tout ça. Eh bien j'espère que ça vous a un peu aguiché. Tenez-moi au courant si vous êtes intéressé ou si vous connaissez bien, connaissez l'œuvre de Marcel Proust ou autre. Voilà, c'est tout pour moi, je vous souhaite une bonne soirée, à la prochaine.